Tel Aviv, 21 octobre 1949. Alors que l'État d'Israël fête à peine sa première année d'indépendance, naît un enfant promis à un destin hors du commun. Benjamin Netanyahou, le second fils de Benzion et Zila Netanyahou, pousse ses premiers cris dans un pays en construction, né des cendres de la Shoah, des guerres, des espoirs et des prières. Son père, Benzion Netanyahou, est un intellectuel sioniste engagé, historien et spécialiste de l'Inquisition espagnole. L'université est son champ de bataille, la plume son arme. Il inculque à ses fils un nationalisme profond, mêlé d'une exigence intellectuelle impitoyable. Sa mère, Zila, institutrice d'origine juive séfarade, veille à l'équilibre familial. Le foyer est bilingue, hébreu pour l'identité, anglais pour l'international. Très tôt, Benjamin comprend que la force des idées compte autant que celle des armes. L'histoire, la foi, la discipline et le combat forgent son univers. En 1959, alors que Benjamin n'a que 10 ans, la famille s'installe à Philadelphie, aux États-Unis. Benzion y poursuit sa carrière universitaire. Le jeune, Bibi, comme il est surnommé, fréquente des écoles américaines, découvre le mode de vie occidental et développe un accent américain impeccable. Il apprend à vivre entre deux mondes, celui d'Israël en guerre, toujours en alerte, et celui des banlieues tranquilles américaines. Cette double culture marquera toute sa vie politique future. À l'école, il se distingue par sa rigueur, sa discrétion et son sérieux. Il n'est pas populaire, mais il observe, analyse, apprend. Le futur homme politique s'éveille. À 18 ans, Bibi revient en Israël pour effectuer son service militaire. Nous sommes en 1967. La guerre des 6 jours bouleverse le Proche-Orient. Il intègre le Seirei Matkal, unité d'élite de l'armée israélienne, spécialisée dans les missions spéciales, les opérations secrètes et la lutte contre le terrorisme. Il participe à des opérations classifiées et blessé par balle lors d'une mission. Cette période façonne son caractère, déterminé, froid, méthodique. Il refuse la peur. Pour lui, le danger est quotidien, la vigilance une nécessité. Il voit ses frères d'armes tomber. Parmi eux, certains sont enterrés sans que leur nom ne soit jamais connu. Mais l'événement le plus marquant survient plus tard. Son frère aîné, Yonatan Netanyahou, meurt en 1976 lors de l'opération Entebbe, en Ouganda, une mission de sauvetage d'otages menée avec succès par Israël. Yonatan, le héros de la famille, tombe en premier. Cette perte brise le cœur du clan Netanyahou. Benjamin en ressort transformé. Il fera de cette mort une légende, un symbole du courage israélien. Yonatan devient l'icône du sionisme militaire. Benjamin, lui, devient son héritier moral. Après l'armée, Netanyahou retourne aux États-Unis pour reprendre ses études. Il passe par le Massachusetts Institute of Technology, MIT, où il étudie l'architecture et la gestion. Il enchaîne avec des études en sciences politiques à Harvard. Ses années universitaires sont cruciales. Il y apprend les outils de la stratégie, les théories politiques, la communication moderne. Il fréquente les élites, mais conserve une image de dur, d'Israélien intraitable sur la sécurité. Il commence à s'exprimer dans des cercles diplomatiques. En 1979, il organise un colloque international sur le terrorisme à Jérusalem. Des figures comme George H.W. Bush et George Shultz y participent. Netanyahou y brille. Il sait que l'opinion publique est une arme. En 1984, il est nommé ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies. À New York, il envoûte les médias américains. Jeune, bien habillé, éloquent, il représente une nouvelle génération de politiciens israéliens. Il apparaît souvent sur CNN, ABC, PBS. Son message est simple, Israël est un bastion de civilisation, menacé par des forces barbares. Il construit un discours sécuritaire, rationnel et pro-occidental. Il n'a que 35 ans, mais il est déjà perçu comme un potentiel Premier ministre. Son nom circule dans les couloirs de la Knesset. De retour en Israël en 1988, il est élu député du Likoud. Il gravit rapidement les échelons. Ministre adjoint aux Affaires étrangères, il perfectionne ses talents diplomatiques. En 1993, à la suite de la démission d'Yitzhak Shamir, il devient chef du Likoud. Face aux accords d'Oslo signés par Yitzhak Rabin et Shimon Peres, il incarne la droite nationaliste, critique du processus de paix. Sa rhétorique est virulente, Oslo est un danger existentiel. Il accuse la gauche de faiblesse. Son opposition est féroce. En 1995,
Rabin est assassiné par un extrémiste juif. L'ambiance nationale est tendue. Mais en 1996, Netanyahou remporte les élections face à Pérez, dans un climat empoisonné. Il devient le plus jeune Premier ministre de l'histoire d'Israël, à 46 ans. Son premier mandat, 1996-1999, est tumultueux. Il cherche à ralentir le processus d'Oslo tout en ne l'annulant pas. Sous pression américaine, il signe les accords de Wye River avec Arafat. Clinton s'impose en médiateur. Mais Netanyahou est mal à l'aise avec les compromis. Il préfère l'affrontement à la conciliation. En interne, les critiques fusent. Il multiplie les conflits avec ses ministres, la presse, l'armée. Accusé de gestion chaotique, miné par des enquêtes judiciaires, il perd les élections de 1999 face à Ehud Barak. Beaucoup pensent sa carrière terminée. Les années suivantes, Netanyahou prend du recul. Il publie, donne des conférences, mais reste dans l'ombre. Il revient en 2003 comme ministre des Finances sous Ariel Sharon. Là, il impose des réformes libérales radicales, baisse des allocations, privatisation, réduction des dépenses sociales. Il attire l'admiration des milieux économiques, mais s'aliène les classes populaires. En 2005, en désaccord avec le retrait de Gaza, il démissionne du gouvernement Sharon. Puis, lorsque Sharon quitte le Likoud pour créer Kadima, Netanyahou reprend la direction du parti. Le maître du pouvoir. En 2009, après la chute du gouvernement Olmer, il revient au pouvoir. Commence alors un règne presque ininterrompu de 12 années, ponctué de crises, d'élections, d'alliances complexes. Il devient le maître absolu du jeu politique israélien. Il gagne les élections de 2013, 2015, 2019, 2 fois, 2020, en bâtissant des coalitions improbables. Sa gouvernance repose sur 3 piliers. Sécurité, opposition au nucléaire iranien, frappe en Syrie, expansion des colonies. Économie, croissance, start-up nation, innovation. Communication, maîtrise des médias, manipulation des récits, réseaux sociaux. En 2020, avec l'aide de Donald Trump, il signe les accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, puis le Maroc. Une prouesse diplomatique qui bouleverse la région. Mais il est aussi accusé de corruption dans plusieurs affaires, cadeaux reçus de milliardaires, manipulation de médias, conflits d'intérêts. Il devient le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être mis en examen. Le retour. En 2021, une coalition improbable unie par une seule cause, le renverser, parvient à former un gouvernement. Naftali Bennett devient Premier ministre, puis cède sa place à Yair Lapid. Mais cette coalition s'effondre en 2022. Netanyahou revient au pouvoir en novembre, fort d'un bloc de droite et de partis religieux. Il forme un gouvernement très conservateur, le plus à droite de l'histoire d'Israël. Il tente une réforme judiciaire majeure qui déclenche des manifestations massives. Les Israéliens protestent contre ce qu'ils perçoivent comme une attaque contre la démocratie. Le pays se divise. Mais Netanyahou tient bon. Chapitre 11, le survivant. À plus de 74 ans, Netanyahou est toujours là. Controversé, haï, admiré. Pour ses partisans, il est le roi Bibi, garant de la sécurité et de la prospérité. Pour ses détracteurs, il est un homme de division, manipulateur, accroché au pouvoir à tout prix. Il a redéfini la politique israélienne, plus populiste, plus religieuse, plus méfiante envers les institutions. Son procès est toujours en cours, mais lui poursuit son œuvre. Que retiendra l'histoire? Un génie politique, stratège hors pair, qui a imposé Israël sur la scène internationale. Ou un homme qui a fragilisé la démocratie israélienne et envenimé le conflit avec les Palestiniens. Sans doute les deux. Netanyahou reste une figure majeure de l'histoire contemporaine. Un symbole de la complexité d'Israël, de ses contradictions, de ses luttes. Un enfant du sionisme devenu l'un de ses piliers. Un homme d'État au destin exceptionnel. Israël, janvier 2023. Le gouvernement Netanyahou entame son mandat avec une série d'annonces explosives. À la surprise générale, les postes clés de la justice, de la sécurité nationale et des finances sont confiés à des figures d'extrême droite religieuse, comme Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Des hommes connus pour leurs discours extrémistes, souvent racistes ou messianiques. Mais c'est la réforme judiciaire qui met le feu aux poudres. Présentée comme un rééquilibrage des pouvoirs entre le gouvernement élu et une Cour suprême jugée militante, la réforme prévoit de permettre au Parlement d'annuler les décisions de la Cour suprême à la majorité simple,
modifier la composition du comité de sélection des juges, le rendant contrôlable par le pouvoir politique. Restreindre la capacité de la Cour à s'opposer aux lois fondamentales ou aux nominations de ministres. Pour les partisans de Netanyahou, c'est un acte de souveraineté populaire. Pour ses détracteurs, c'est une tentative de coup d'État institutionnel. Dès février 2023, le pays entre en crise constitutionnelle. Des centaines de milliers de citoyens descendent dans les rues, chaque semaine. À Tel Aviv, Jérusalem, Haïfa, des foules immenses défilent, drapeaux israéliens à la main. Les réservistes de Tsahal, les pilotes de chasse, les scientifiques, les juristes, les médecins tous protestent. Netanyahou, accusé de vouloir échapper à la justice, puisqu'il est toujours en procès, tente d'apaiser, puis de durcir. Il déclare « Je ne gouverne pas pour les juges, je gouverne pour le peuple ». Mais même au sein de son propre parti, le malaise grandit. Chapitre 14, le spectre de la guerre civile. À l'été 2023, la tension est à son comble. Le président israélien, Isaac Herzog, parle de guerre civile imminente. Le pays est paralysé. Des secteurs entiers cessent de fonctionner. Les réservistes refusent de s'entraîner. Le Mossad lui-même fait savoir son inquiétude. Netanyahou tente de temporiser. Il suspend une partie de la réforme, puis la relance. À chaque recul, sa coalition le menace de chute. À chaque avancée, le pays se soulève. C'est un moment historique. La démocratie israélienne vacille. L'armée s'inquiète. Les élites économiques fuient. Les investisseurs étrangers gèlent leurs projets. Pour la première fois, Netanyahou est confronté non pas à ses adversaires habituels, mais à la société israélienne elle-même. Et pourtant, il tient bon. Car pour lui, céder serait avouer sa faiblesse. Il est convaincu que le temps joue pour lui, et que la fatigue populaire fera taire la rue. Mais il n'a pas anticipé ce qui allait arriver ensuite. Chapitre 15, le 7 octobre 2023, le jour de l'horreur. À l'aube du 7 octobre 2023, un samedi de Simchat Torah, jour de fête en Israël, des sirènes retentissent dans le sud du pays. Le Hamas, depuis la bande de Gaza, lance une attaque sans précédent. Non pas une pluie de roquettes, mais une invasion terrestre, aérienne et maritime, planifiée de longue date. Plus de 3000 terroristes franchissent les barrières, s'emparent de kibbutzim, de bases militaires, de villages. Ils massacrent, incendient, pillent. Des images insoutenables font le tour du monde. Femmes et enfants tués, soldats égorgés, familles brûlées vives. Des centaines de civils sont enlevés, dont des enfants, des vieillards, des soldats, des femmes enceintes. En quelques heures, Israël subit la pire attaque de son histoire. Plus de 1400 morts israéliens. Plus de 240 otages. L'onde de choc est totale. Netanyahou, blême, réunit son cabinet. L'armée est mobilisée. Le ministre de la Défense parle de « guerre totale ». Une unité d'urgence est créée. Le pays entier est sous le choc. Comment un tel échec du renseignement a-t-il pu se produire? Comment Tsahal a-t-elle été prise par surprise? Comment un gouvernement si obsédé par la sécurité a-t-il pu échouer aussi spectaculairement? Chapitre 16, l'opération Épée de fer. Le 8 octobre, Israël déclare la guerre au Hamas. L'opération est baptisée Épée de fer. L'objectif affiché, détruire totalement les capacités militaires et politiques du Hamas, neutraliser ses chefs, récupérer les otages. Gaza est pilonnée. Des milliers de frappes s'abattent sur l'enclave. Des quartiers entiers sont rasés. L'armée entre au sol. Les combats sont acharnés, rue par rue. Le Hamas riposte avec des tunnels, des pièges, des drones, des snipers. Les pertes sont lourdes de part et d'autre. À l'international, la communauté juive soutient Israël. Les États-Unis, sous Joe Biden, envoient des porte-avions en Méditerranée. Mais très vite, les images de civils palestiniens tués suscitent l'indignation. L'ONU demande un cessez-le-feu. Des manifestations pro-palestiniennes se tiennent à Paris, Londres, Washington. Netanyahou, lui, reste inflexible. Il affirme que cette guerre est une guerre de civilisation. Il compare le Hamas à Daesh. Il refuse tout cessez-le-feu sans retour des otages. Mais en interne, des voix s'élèvent, familles des otages, anciens généraux, ex-premiers ministres. Tous accusent Netanyahou d'être le principal responsable du 7 octobre. Sa réforme judiciaire aurait divisé le pays, paralysé l'armée, détourné l'attention du Hamas. Des pétitions circulent. Des appels à sa démission se multiplient. Chapitre 17,
un roi sous siège. Pour la première fois, Netanyahou semble isolé. Même ses alliés sont prudents. Les familles des otages campent devant sa résidence. Des anciens chefs du Mossad exigent une commission d'enquête. Les sondages sont catastrophiques. Plus de 70% des Israéliens veulent sa démission après la guerre. Et pourtant, il résiste. Il convoque les symboles, invoque l'unité, accuse la gauche, le Hamas, les traite. Il répète que ce n'est pas le moment des comptes. Il redevient le stratège froid, discipliné. Il sait que sa seule chance de survie politique est de gagner la guerre. Mais qu'est-ce que gagner face à une guérilla urbaine enracinée dans une population civile? Combien de morts? Combien d'années? Combien d'otages? Netanyahou le sait, son destin est lié à celui de Gaza. Début 2024. Le conflit s'enlise. Gaza est en ruine. Le Hezbollah au nord menace. L'Iran s'agite. Le front intérieur israélien est fracturé. L'économie ralentit. L'isolement diplomatique se renforce. Mais en coulisses, Netanyahou joue encore. Il tente de relancer les accords d'Abraham, de gagner le soutien de l'Arabie saoudite. Il pousse les États-Unis à maintenir leur aide. Il multiplie les discours à la Knesset, à l'ONU, sur les chaînes américaines. Il veut écrire l'histoire à sa manière, non pas comme un chef de guerre débordé, mais comme le sauveur d'Israël, celui qui a débarrassé le monde du Hamas. Il prépare les mémoires, la postérité, la statue. Mais dans la rue, la colère monte. Chaque jour sans otage libéré est un jour de trop. Chaque soldat mort à Gaza est une accusation silencieuse. Chaque missile du Hezbollah est un rappel du danger. Au printemps 2025, Netanyahou est toujours au pouvoir, mais plus que jamais contesté. Il est fatigué, fragilisé, harcelé par la justice, isolé diplomatiquement, mais debout. Comme toujours. Son règne a duré plus de 16 ans au total. Il a survécu à tous, Rabin, Sharon, Barak, Olmer, Peres, Lapid, Gantz. Il a traversé les intifadas, les guerres, les printemps arabes, Trump, Biden, la pandémie, les procès, le 7 octobre. Il est devenu le premier ministre le plus durable de l'histoire d'Israël. Mais à quel prix? Un pays divisé. Une démocratie affaiblie. Un conflit sans fin avec les Palestiniens. Un isolement croissant. Et pourtant, il fascine encore. Par sa capacité de survie. Par son intelligence politique. Par sa maîtrise du temps. Par sa voix grave, ses silences, sa mise en scène. Nul ne sait quand tombera Benjamin Netanyahou. Peut-être demain. Peut-être dans 5 ans. Peut-être jamais, officiellement. Mais une chose est sûre, son départ marquera la fin d'une époque. Celle du sionisme sécuritaire dominant. De la politique sans morale. De l'homme qui préférait le pouvoir à l'amour, le conflit à la paix, la force à la réconciliation. Benjamin Netanyahou n'est pas qu'un homme politique. Il est un symbole. Celui d'un Israël fort, mais seul. D'un peuple puissant, mais divisé. D'un destin collectif, porté par un homme qui ne voulait pas lâcher le gouvernail.